Salut à tous, c'est Pank de la chaîne. Bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur Méthode Silva. On est sur la deuxième partie de. Là, c'est un peu sur plein de sujets. On est parti sur la façon dont faisait José les cours dans les années jusqu'en 78. Puis ça nous a permis de rebondir un petit peu sur comment ça se passe aujourd'hui avec Lee, ce qu'elle préfère, elle, en présentiel, online, sur l'évolution un petit peu de tout ça. Puis on a commencé un petit peu à parler du marketing autour de la méthode Silva, que moi je trouve vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Comme vous le savez, j'aime beaucoup la méthode, j'aimerais vraiment qu'elle se développe, se diffuse, parce que je pense que ça apporte réellement du bon aux gens et que ça ouvre sur plein de possibilités, plein de choses, et ne serait-ce que gérer son stress, niveau 1, on gère son stress dans une société qui est de plus en plus en stress, où on sait qu'il y a des tensions sociales, des tensions économiques, des tensions diverses, et que le monde est ce qu'il est, et mieux on arrivera à gérer son stress, donc ses émotions, plus on pourra prendre des bonnes décisions, et ça sera bon pour un maximum de personnes, en tout cas ceux qui nous entourent. Donc moi j'aime particulièrement cette méthode, mais effectivement ce que je disais à Ali, c'est que je trouvais qu'il y avait et elle utilisait tout à l'heure le mot gap, et je trouve qu'elle a raison, une espèce de gap entre la qualité du produit proposé et le marketing qu'il y a autour de ce produit-là. Où aujourd'hui, on en parlait il n'y a pas longtemps, et j'en parlais aussi au salon. Moi, je suis allé faire un salon là pour papoter d'hypnose. J'ai papoté aussi de la méthode Silva, parce que j'ai des gens, dès que je parle d'auto-hypnose, en général, je fais un lien avec la méthode. Mais effectivement, aujourd'hui, plus personne ne présente un salon. Là, j'étais le salon de bien-être de Paris. Personne ne présente la méthode Silva. Est-ce que tu as mémoire qu'à un moment donné, la méthode Silva se vendait aussi sur les… alors, je ne sais pas s'il y en a au UK, mais chez nous, il y a beaucoup de salons, salons du bien-être, salons de zen, etc. Est-ce que tu as mémoire qu'à un moment donné, il y avait ce marketing un petit peu… Alors là, on est vraiment à l'ancienne, mais en face à face, avoir des gens, partager la méthode aux personnes qui sont là, où ça a toujours été plutôt du bouche à oreille dans ce que toi, tu as remarqué. Là, on va s'axer sur la France que tu diriges depuis quand même un paquet d'années. Comment tu as trouvé le marketing en France, et comment tu as vu la diffusion de Silva, sachant que tu m'expliquais que pendant un moment, tu avais vraiment un nombre incroyable de personnes en cours. Ça allait jusqu'à 80 personnes en classe, voire plus à certains moments, c'est ça? Comment t'expliques ça à ce moment-là, outre le fait que c'était peut-être plus à la mode, mais justement, ce qui m'intéresse, c'est cette espèce de scission entre c'est à la mode, alors que le système est toujours, comme je vous dis, actuel sur plein d'éléments. Comment t'expliques cette scission, et est-ce qu'il y a un moment, tu as ce côté un peu à l'ancienne du marketing, aller sur des salons et autres, tu connais des personnes qui l'ont fait ou pas du tout? Je connais aucun instructeur ou directeur en Europe qui a présenté ça au salon. D'accord. Du tout. Tu aurais dû me le dire, parce que moi, je t'aurais demandé des flyers. J'aurais mis des flyers de la méthode. Toi, j'y retourne l'année prochaine. C'est vrai que j'ai acheté, écoute, quand il y a des salons, normalement, on fait les salons, et j'ai déjà mon programme, etc. Mais à plusieurs reprises, quand il y avait des salons à Paris, j'ai acheté une portion d'une table et j'ai laissé les flyers, mais c'était tout. Ouais. J'ai jamais eu personne pour en parler, en fait. Personne que je connais en Europe a jamais fait des stands. Voilà. Mais évidemment, quand j'ai commencé en 88, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas des sites, il n'y avait pas des mails. Et tous dépendaient justement sur… on devrait envoyer 4 fois par an un mailing à tous les diplômés et tous les contacts. Et donc, c'était tous fait par lettre, quoi. Et par bouche à l'oreille. Voilà. C'est intéressant, ça, par lettre. Une idée que José a eu tout au départ, qui, d'une certaine façon, est marketing. C'est d'abord la conférence gratuite. Ouais, ça, parce que là, justement, il y a beaucoup de gens qui, surtout maintenant que c'est en ligne, qui viennent juste pour voir de quoi il s'agit et qui peuvent poser des questions live, etc. Mais l'autre, c'était que à l'époque, les anciens pourraient revenir gratuitement. Donc,
en revenant gratuitement, ils sont restés associés avec la méthode Silva, ils ont apporté des membres de famille, etc. Et même aujourd'hui, quand on demande quoi, 10 € par jour quand même pour contribuer aux frais, si on amène une nouvelle personne, c'est gratuit pour la personne qui veut répéter. Donc, j'ai toujours trouvé ça génial. Je me rappelle mon comptable en France, quand il a vu justement à l'époque que presque la moitié des gens dans la salle étaient gratuits, je dis, mais elle dit, non, il ne faut pas que tu fasses ça, tu vas perdre tout ton argent, etc. Et là, j'ai dû expliquer que justement, quand les anciens sont heureux et quand ils sont justement restimulés en répétant le cours, ils en parlent à d'autres personnes. Mais là aussi, c'était quand même bouche à l'oreille. Ouais. C'est-à-dire que la base du marketing de Silva, ça a été… Quoi, je dis ça, mais là, je suis en train de regarder, je suis en train de faire un récap dans ma tête. Mais en même temps, José était quelqu'un qui passait régulièrement à la radio, régulièrement sur des petites stations télévisées. Je ne sais pas s'il a fait une nationale, mais en tout cas, il faisait du local et de l'État, sachant qu'aux États-Unis, c'est beaucoup des chaînes d'État. Il était beaucoup à la radio. D'ailleurs, dans ce que je lisais comme texte tout à l'heure, tu as vu, j'avais trouvé que c'était hyper intelligent. Il arrivait dans la ville le mercredi, et le mercredi, l'instructeur avait tenté d'avoir des liens avec les journaux et avec les radios, etc., pour faire passer José pour qu'il diffuse l'information. Il était beaucoup dans la prêche lui-même de sa méthode au travers de cette idée-là. Alors, c'est vrai que et ça, c'est toujours complexe. On en avait déjà parlé. C'est toujours compliqué. Le fondateur n'est plus là. Bon, c'est un état de fait. On ne peut rien y faire. On veut garder au maximum ce que le fondateur a proposé. De facto, c'est ce qui est encore fait aujourd'hui et c'est très bien. Et en même temps, et ça, c'est le paradoxe, je pense, de Silva, c'est que la méthode, sur plein d'éléments, est très actuelle. On veut garder ce que José a mis en place, et d'ailleurs, c'est tout l'intérêt quand on fait le cours instructeur, où on se dit waouh, c'est vraiment malin la manière dont il a structuré. Et en même temps, ce maintien potentiel du passé peut, je ne dis pas que ça le fait, mais peut cristalliser une période plutôt qu'une autre. C'est-à-dire rester plus dans des recherches de José quand il était entre les années 40 et les années 60, 70, on va dire, avec par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler n'importe où, même si c'est dit débilement, on va parler de neurosciences toutes les 20 secondes. Tu vois, tu vas un cours de PNL ou tu vas un cours d'hypnose. Les gars vont te parler en 20 secondes de neurosciences, même si tout ce qui est dit est 98% du temps faux, parce que les neurosciences, aujourd'hui, c'est fluctuant, c'est une jeune discipline, c'est en train de s'élever. Mais ça donne une espèce de truc sexy, tu vois. Quand tu dis oui, mais les neurosciences ont montré que, là, tout de suite, tu fais sérieux. Je fais du coaching neurosciences ou du neuro, je sais pas quoi. Dès que tu mets neuro quelque part, aujourd'hui. Oui. Et l'autre chose, c'est qu'on dit la physique quantique. La physique quantique. Et on lance ces mots comme ça, comme si, voilà, ça prouve que tout ce qu'on fait, c'est bien. Exactement. Oui. Mais mine de rien, quoi, tu vois, moi, j'y adhère pas, mais on est bien d'accord que tu dis méthode Silva de contrôle neuro de l'esprit, tu vois, ça changerait tout. Parce que tu rajouterais neuro, tu vois, et c'est certain. Tu mettrais pour le contrôle neurologique de l'esprit, ça ne veut rien dire, mais ça serait super sexy, tu vois. Et tu vois, c'est un peu cette notion où j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à maintenir, tu sais, le côté un peu traditionnel, parce que José est devenu la tradition. Maintenant, ça fait 20 ans et qu'il n'est plus là. Et vous êtes les relais de la tradition. Donc, tu sais, c'est un peu comme dans les arts martiaux. C'est le sensei qui a derrière, qu'on accroche dans le dojo. Et on voit la tête du vieux maître comme ça. Et José, c'est devenu le vieux maître dans le dojo. Mais ça n'empêche en rien que les dojos, même s'ils restent traditionnels, ils arrivent à suivre les époques, à évoluer, à modifier des choses, etc. Ce qu'avait tenté Laura, qui après on l'a vu avec les problèmes de BLS et tout ça, mais ce qu'avait tenté Laura, mais qu'aujourd'hui on a cette impression que il y a quelque chose qui n'arrive pas à se mettre en lien. Tu vois, la notion de une matinée gratuite, la découverte gratuite, c'est une super idée. Le bouche à oreille, c'est une bonne idée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui les gens sont saturés. Si on reprend l'exemple d'un salon, c'est incroyable dans un salon. Ce qui se passe, les gens arrivent,
ils ne te parlent même pas, ils prennent les flyers que tu proposes. C'est-à-dire qu'en fait, ils cumulent un nombre de flyers, ils rentrent chez eux, ils ont 7 flyers qui vont à peine capter si éventuellement tu as parlé 3 minutes avec et que ça les a intéressés. Mais tu vois, là, il y a quelque chose que tu as dit que j'ai trouvé hyper pertinent, mais qui est complètement obsolète et qui en même temps, parce que c'est obsolète, c'est absolument génial, mais c'est coûteux, c'est le courrier. Parce qu'aujourd'hui, les mailings, on le voit, on envoie des newsletters toutes les semaines. Ah, ça, les gens, ils ont du mailing. Sauf que les gens, ils ont tellement de mailing dans leur boîte mail qu'au bout du compte, bah, les gens, ils regardent ça, ils le regardent en diagonale et encore s'ils le regardent et ils le mettent soit en spam, soit ils le jettent. Alors que le courrier, tu vois, c'est là où tu te dis, bah, au bout du compte, est-ce que c'était pas une des meilleures, surtout maintenant où c'est obsolète justement, ça fait un côté tellement décalé que potentiellement, si c'est 2 fois par an, tu vois, tu disais 4 fois par an, mais même si c'est 2 fois par an, est-ce que ça relancerait pas par contre, ça a un coût, hein, mais ça relancerait pas des personnes qui étaient dans la base de données d'avant parce que tu reviens sur quelque chose où les gens ont du palpable, tu sais, c'est le principe d'échange. Je trouve qu'il y a pas mal de choses à cogiter au niveau du marketing de Silva aujourd'hui, mais en tout cas, c'est intéressant que tu dises que là, la semaine dernière, il y a peut-être une petite étincelle qui va peut-être faire de belles choses dans les semaines et les mois à venir. Il y a aussi une proposition qu'on commence un système de formation continue pour tous les instructeurs pour qu'effectivement, ils peuvent parler de neurosciences et physique quantique sans simplement utiliser les mots, sans rien comprendre. Parce que, en fait, à quoi ça sert si on est recertifié, si on suit de nouveau simplement le séminaire pour les instructeurs où on enseigne exactement la même chose, parce que le cours lui-même ne change pas. Mais la façon de le présenter change. On a déjà remarqué justement que José, au départ, il n'avait jamais entendu parler de hémisphère gauche, hémisphère droit. C'était objectif et subjectif. Et puis, quand il a appris ça, il a commencé à introduire et en parler. Donc, je crois que c'est important aujourd'hui que les instructeurs, même si on ne change rien dans les techniques, parce que là, franchement, José a vraiment prévu des techniques qui fonctionnent toujours pour un cerveau qui ne change pas, mais la façon de l'expliquer, c'est important. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que Joe et les autres directeurs en Europe, nous allons discuter ensemble pour former, où des gens qui sont spécialistes sont invités, les gens qui sont instructeurs, qui ont une passion particulière. Donc, on peut continuer à avoir une formation continue pour les instructeurs et les directeurs même. Et parce que justement, il faut que on sait que faire si quelqu'un me demande, mais quand on voit le schéma, il n'y a que justement 4 niveaux et on sait depuis plusieurs années maintenant, il y a aussi les ondes gamma. Il y a, comme tu dis, plein de découvertes dans les neurosciences qui ont changé très récemment. Il y a les gens qui ne peuvent pas visualiser. Aphantasia, qui existe depuis au moins 15 ans maintenant. Mais si des instructeurs ne sont même pas au courant de tout cela, justement, comment ils vont faire en sorte que le public, il va pouvoir s'accrocher? C'est ça. Ce que tu mets en avant, je trouvais est hyper important parce que effectivement, ce que j'avais bien aimé quand tu m'avais fait le cours d'instructeur, c'est que tu avais expliqué qu'en fait, on a à peu près une dizaine de minutes où on peut dire ce que l'on veut. Alors, attention, il faut que ce que l'on veut soit en lien avec, après, la programmation, la technique, la programmation, etc. Mais on a une période libre, c'est la période libre qu'on a, on va dire, qui n'est pas hyper structurée. Pour chaque exercice, tu veux dire, pas pour le cours complet, pour chaque exercice. Exactement, pour chaque exercice. Donc, on a constamment cette possibilité, en fait, d'introduire comme on veut, avec des exemples, avec des expériences qu'on a eues, avec des questions, avec ce qu'on veut. Et effectivement, je pense que c'est cette phase-là où il faut impérativement qu'on puisse permettre. Tu vois, là, aujourd'hui, on parle, par exemple, pour la mémoire, on parle de certains éléments avec les différents memory packs qu'on a, mais
on peut très bien expliquer comment fonctionne la mémoire aujourd'hui, comment on l'a montré, comment on l'a démontré d'un point de vue plus neuro. Et ça peut être très bien de dire, bah voilà, on l'utilise pour aller dans telle partie du cerveau ou pour recréer quelque chose parce qu'on sait que l'imagerie mentale va stimuler certains aspects qui va nous permettre d'avoir une mémorisation active plutôt qu'une mémorisation passive. Et après, on peut faire le lien avec quand vous allez penser à la tasse, vous n'allez pas simplement penser à une tasse, mais vous allez penser à une tasse dans laquelle il va y avoir un hydravion qui va atterrir et vous allez commencer à créer quelque chose au travers de cette notion-là et rappeler en quoi, d'un point de vue neuro, c'est utile et c'est pertinent. Et comme ça, on redonne sur des techniques, comme tu dis, les techniques sont les techniques et elles vont se maintenir. Les programmations sont des techniques hypnotiques, comme on a pu voir. Donc, on sait que ça fonctionne. La sémantique qu'il utilise, elle est ultra actuelle, quoi. Tout hypno serait complètement OK là-dessus. Il n'y a rien qu'à changer dans l'hypnose, d'ailleurs, depuis les neurosciences. Ça reste toujours la même chose en termes sémantiques. Donc, là-dessus, on est bien. Mais c'est en amont. C'est en amont que c'est l'introduction des choses qui peut être complètement mise à jour. Et effectivement, que ce soit la charte à dire, bah voilà, maintenant on sait qu'il y a du gamma, on va vous expliquer ce que c'est gamma parce qu'on l'a étudié, mais globalement, nous, dans la méthode, on reste sur de l'alpha et le gamma n'est pas quelque chose qui nous intéresse parce que la méthode est basée sur alpha, mais on n'est pas en train de nier qu'il n'y a pas gamma et peut-être qu'un jour, on trouvera même autre chose. Et cette notion-là, ouais, je pense que ça pourrait redonner, mais ça impose à l'instructeur, comme tu dis, une formation continue, un intérêt plus large sur les différents thèmes. Tu vois, le sommeil, tu peux dire des trucs passionnants sur la gestion du sommeil, l'importance du sommeil, pourquoi dormir, à quoi ça sert de dormir, à quoi ça sert de récupérer, les habitudes et les patterns qu'on a sur les sommeils, etc., les états dépressifs par rapport au sommeil, l'amélioration du sommeil par rapport à plein de choses. Et juste ça en introduction pour dire, bon, bah maintenant, on va vous apprendre à avoir un sommeil qui est bon, vous réveiller quand vous voulez, pouvoir avoir un petit peu plus d'énergie pour finir un exercice ou autre. Le lien, il va être très pertinent. Et je pense que, tu vois, c'est là-dessus quand je te disais, et je pense que tu as bien fait de parler de cette notion continue, parce que peut-être que le côté qui pourrait sembler parfois obsolète, c'est que à force de répéter les choses, les instructeurs, vu qu'ils répètent les mêmes cours, ils ont des patterns, ils ont des schémas, ils ont des automatismes, donc ils redonnent souvent les mêmes images, les mêmes exemples. Sauf que parfois, les exemples, ils ont 20 ans. Et on est tous, on le fait tous. Il y a des moments, on est en cours, on donne un exemple de quelque chose, puis on se dit, mais attends, mais ça, je l'ai fait il y a 10 ans, ou j'en ai parlé il y a déjà 10 ans. Alors que il faudrait remettre à jour par rapport à tout ce qu'on sait aujourd'hui, qui va en plus donner de la pertinence au système et nous interroger sur plein d'aspects du système. Je trouve que ça, c'est vraiment, vraiment une super idée si ça se concrétise, d'avoir cette notion-là. Par contre, il faut des personnes qui soient assez expertes dans les différents domaines, que ce soit, tu vois, la mémorisation, le sommeil, etc. Yes. Et déjà, on a parlé du fait que, par exemple, chaque instructeur, il n'a pas que la méthode Silva. J'ai un instructeur qui est bouddhiste. J'ai d'autres instructeurs qui sont spécialistes dans d'autres choses. Donc, tout ça, on pourrait parler justement de leur spécialité, même ici en France, parce qu'évidemment, ce système qu'on va créer, qui est supposé être mondial, sera en anglais quand même. Et puis, moi, j'ai dit, mais hey, les francophones, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on a dit, mais justement, tu pourrais faire ça. Donc, les 3 pays en Europe francophones quand même, parce que Belgique, Suisse et France, nous avons un directeur France en chaque pays pour Sylvain. Et nous aussi, on pourrait organiser entre nous quelque chose juste pour les instructeurs francophones. Et ça serait chouette. Complètement. Oui, c'est ça. Après, il faut trouver des gens en domaine d'expertise pour avoir un maximum d'informations pertinentes et actuelles, tu vois. C'est toujours le truc. Ouais, l'idée est vraiment, vraiment excellente. Donc, ouais, ça réactualiserait. Après, je te dis, mais ça sera à voir, c'est comment remarketer la méthode pour qu'elle parle davantage à une nouvelle génération de personnes qui seraient intéressées, sachant que on est dans un système où on sature énormément avec les newsletters, avec les. Je ne sais pas si toi, tu es abonné à beaucoup de newsletters, mais moi, dès qu'il y a un truc qui m'intéressait, maintenant, je ne le fais plus. Mais avant, je me disais, c'est intéressant, donc je vais l'apprendre. Mais quand tu en as, tu as des gars, tous les 3 jours ou 2 jours, ils t'envoient des newsletters. Il y en a, ils t'en envoient au quotidien. Tu te dis, mais au bout d'un moment, tu ne supportes plus d'ouvrir ta boîte mail et de dire, j'ai 10 mails qui ne me servent à rien
parce que c'est plus d'actualité ou je veux juste suivre un peu ce qui se passe sans être agressé par par du marketing. Et c'est là où il y a quelque chose qui est voilà un très bon point pour un marketing. Les gens sont saturés avec tous ces cours différents. On pourrait dire carrément, cesse de te saturer, apprends justement à te centrer et trouver ce qui est à l'intérieur de toi, et tout ce que tu désires, c'est dans un seul cours. Oui, mais exactement. Tu vois, après, je pense qu'il y a pas mal d'idées marketing à redévelopper et à partager. Mais tu vois, le tout, c'est le partage d'infos qu'il faut qu'il soit pertinent pour intéresser. Et jouer effectivement avec la demi-journée gratuite, elle est quand même super intéressante. Et le fait de renouveler pour 40 € tes cours, c'est quand même plutôt intéressant. Alors, punaise, on a quasiment fini. Mais c'est pas grave, on va juste introduire un tout petit truc. Oui, tu allais parler de From the Founder. Ouais. Mais il y avait un élément, mais on continuera. C'était dans le chapitre 16, dans la 16e vidéo, ce qu'il appelait les stressants, les stresseurs. Il y a un élément qui m'a beaucoup plu. Et on revient sur la notion de stress et de gestion du stress. On n'a rien compris. Si on ne gère pas son stress, on va tout détruire, nous et la planète. Et j'ai trouvé, donc là, je ne sais pas quelle année il a fait From the Founder, mais on va dire entre les années 80 et 90, je pense, les vidéos. J'ai trouvé cette notion super intéressante. On est toujours dans cette idée très Silva de dire on est un élément d'un système. Le système, on veut qu'il soit homéostasique. Bon, il l'est. Même le pire des déséquilibres est homéostasique. Mais ça serait bien qu'on soit un peu plus positif. Et là, ce coup-ci, il n'a pas juste parlé de stress pour nous, de façon à nous apaiser, mais aussi d'éviter de tout détruire par le stress. Et tu vois, je trouve cette notion assez pertinente, voire très pertinente, parce que le stress emmène beaucoup d'émotions. Or, on sait que des émotions qui ne sont pas gérées, les émotions sont excellentes, il ne faut absolument pas les virer, les enlever ou autre. Il faut les expérimenter, mais il faut qu'elles ne prennent pas le dessus sur nous. Sinon, on risque de faire des conneries ou de poser le problème à pas mal de personnes ou à nous-mêmes. Donc, l'émotion doit être toujours respectée. Néanmoins, si on est dans une phase de stress, on sait très bien que notre émotion va nous manger. Et elle va nous manger, elle va nous rentrer dans des émotions de peur, de colère, de tristesse, etc. Et à ce moment-là, ce n'est pas là où on est le plus pertinent. Ce n'est pas là où, si on reprend la notion Silva, où on est apte à prendre le plus d'informations pour aller vers de la solution. En général, c'est les moments où on ne va pas dans des solutions, où le choix qu'on fait est peu pertinent et on fait des erreurs. Et j'aime beaucoup cette notion de dire, si on continue comme ça avec le stress, si on ne gère pas le stress, on va tout détruire, nous et la planète. Je trouve, et quand tu vois qu'effectivement, c'est parce qu'on veut aller plus vite, on veut créer davantage, on veut avoir plus d'argent, on veut plus. On met la pression à la planète à fournir, à créer, on se rend compte qu'on est en train de détruire notre planète parce qu'au bout, on pourrait se dire qu'une des notions est quand même liée au stress. On se stresse on met de la pression pour. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette notion-là? J'ai trouvé ça génial. On ne gère pas, si on ne gère pas le stress, on va tout détruire et la planète. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça éveille en toi? En fait, c'est vrai que toutes les mauvaises émotions, y compris, et je pense justement à Poutine et la guerre en Ukraine, est-ce que Poutine est stressé, justement? Et je suis sûre que oui, parce que pour prouver qu'il est quelqu'un, il doit avoir le pouvoir. Il n'a jamais assez de pouvoir. Il est toujours de plus en plus stressé parce qu'il ne réussit pas à gagner une guerre. Et effectivement, ça, une personne toute seule, parce qu'il est stressé, pourrait détruire la planète. Ah oui. Ah oui, mais il y en a plein. Souviens-toi, alors là, Poutine, mais souviens-toi de Donald Trump. Il était quand même assez énervé comme garçon. Oui. Et tu sentais qu'il était sous stress. Alors, il faisait passer le truc comme quoi il est assez détendu, mais en fait, tu sentais bien que à n'importe quelle frustration, parce que le stress qui n'est pas géré va commencer à créer de la frustration. Donc, notre incapacité
on arrive dans puissance-impuissance. Or, vu qu'on ne veut pas se sentir impuissant, on va compenser. Et vu qu'on va compenser, on va faire de la surcompensation. Et la surcompensation amène à quoi? À pouvoir dire des absurdités, mais surtout à envoyer des missiles, à s'énerver sur des personnes, etc., etc. Donc, effectivement, cette notion associée à mauvaise gestion du stress peut emmener vraiment des gros problèmes. Mais on le voit, là, en France, on a eu un humoriste qui a eu un accident de voiture et qui a fait du mal à toute une famille. Et tu te dis, le gars est sous cocaïne, etc. Mais tu te drogues parce que tu n'es quand même pas forcément en train de t'amuser normalement et qu'il te faut absolument quelque chose pour amplifier ton amusement parce que au bout du compte, tu compenses quelque chose qui est souvent lié à un mal-être, un malaise qui est associé à un stress à un moment ou à un autre. En fait, on retourne très facilement sur cette notion des stresseurs, du stress de façon générale. Oui. Et quel est le contraire de stress? C'est pas que relaxation, en fait, c'est comme on dit textuellement dans le cours, tu es maintenant dans un état justement de détente, et c'est une sensation merveilleuse d'être complètement détendu. C'est un état de bien-être très sain. Et c'est ça, quand on élimine le stress, c'est pas simplement ouf, il n'y a plus de stress, il y a un sens de bien-être à l'intérieur de nous. Et toutes ces personnes qui vont prouver leur pouvoir, les hommes politiques, etc., c'est parce qu'ils cherchent à l'extérieur quelque chose qui va les faire sentir valables, mais ils n'ont pas découvert ce source de bien-être à l'intérieur d'eux-mêmes. Ou bien, je devine. mais il y a un truc qui peut être aussi stressant pour les gens qui sont stressés, c'est de se dire, si je déstresse, si je m'apaise, la notion de relâchement, relaxation, tu vois, toute cette notion d'apaisement, pour beaucoup, c'est associé à être mou, à ne pas être capable d'être actif. Tu vois, il y a une espèce de passivité dans le relâchement. Souvent, la métaphore que je donne, je dis, mais vous avez l'impression que les félins, je trouve que les félins, c'est le bel exemple, ils sont complètement relâchés. Pourtant, en 2 secondes, un guépard peut atteindre, en quelques secondes, peut atteindre 100 km/h. Comme ça, s'il voit une proie ou s'il y a quelque chose qui se passe. Un lion qui voit une hyène qui l'attaque, il peut partir d'un coup et devenir hyper explosif, agressif ou ce que tu veux, alors qu'il était en train de glandouiller au soleil 8 secondes avant. Donc, le problème, c'est que le relâchement amène la capacité à créer de la tension positive, tu vois, du stress. Et là, on revient sur eustress, distress, sur du eustress, du stress qui est positif, une tension qui va amener à quelque chose de constructif. Mais on a parfois cette association de stress, de non-stress à passivité, limite mollesse. Genre, j'ai plus rien envie de rien faire. Parce que quand quelqu'un dit « Ah, je suis bien, je suis détendu », l'image souvent qu'il donne, c'est limite écroulé sur sa chaise ou écroulé sur son divan. Tu sais ce que en anglais il disait couch potatoes, un truc comme ça. Tu sais, être complètement sur ton divan détendu, mais en même temps tellement passif que il peut y avoir une mauvaise interprétation à la gestion du stress. À se dire, quand tu es détendu, tu peux te dire j'ai l'impression d'être mou et ne pas être bien avec cette idée-là. Comment tu abordes cette notion-là? Tu as lu The Flow, n'est-ce pas, Mihaly Csikszentmihalyi? Alors, il y a un moment là-dedans où il dit effectivement que le flow, c'est pas simplement absence de stress, mais c'est un parfait équilibre entre trop de tension et pas assez. Donc, il reconnaît justement qu'ici, on est simplement fou, aucun stress de tout, on est mou, etc. Donc, le but, c'est pas d'éliminer complètement le stress, mais c'est de gérer le stress pour que ça devienne justement quelque chose qui nous inspire, qui nous stimule, qui nous pousse dans la bonne direction, qui nous donne en fait de l'énergie. Donc, ça, c'est le stress, en fait. Voilà. Ça. Et quand on apprend à se relaxer, on devient totalement mou dans les premiers exercices, c'est vrai, parce que pour la plupart des gens, ils ont trop de tension. Donc, on leur donne la possibilité de sentir le contraire, presque plus rien du tout. Et petit à petit, et c'est encore progressif, et c'est ça que j'adore avec comment, petit à petit, on commence à introduire des choses. Par exemple, on dit, lève la main et frapper à l'intérieur. Et les gens disent, ah, mais je suis trop lâché pour lever la main. Donc, tu es justement trop lâché.
il ne faut pas être tellement détendu que tu ne peux même pas lever la main parce que là, tu es beaucoup plus en train de partir en theta. Donc, petit à petit, et quand on arrive à faire les cas, qu'est-ce qu'on voit là? Tu as vu Isabelle? Elle est en alpha, elle est bien détendue, elle est centrée, et tout, elle parle, elle bouge. Et tout. Donc, c'est ça qu'on cherche finalement. Absence de stress qui est négatif, mais assez quand même d'énergie pour continuer à nous stimuler. Le mot que moi j'ai trouvé ces derniers mois et que j'utilise beaucoup, notamment à l'entraînement, là, tu sais, dans la méthode Silva que j'utilise pour mes gars en fin de cours, le mot que j'utilise maintenant, j'utilise plus détendu. Pourquoi? Parce qu'on vient de faire des combats, etc. Le mot que j'utilise, c'est disponible. J'utilise le mot disponible. Pourquoi? Parce que, en fait, je reprenais justement la notion du félin pour moi. C'est tu as la disponibilité physique, là, si on parle, pour faire ce que tu veux. C'est-à-dire aussi bien courir un 100 mètres que te relâcher dans ton divan et de lire un bouquin. Mais disponible. Parce que la notion de détente, comme je te dis, il y en a beaucoup qui restent sur la notion un petit peu trop passive. Alors que la disponibilité physique, tu vois, tu vas visualiser ta disponibilité physique, bah, en fait, ça veut dire que tu n'es pas stressé, pas tendu. Imagine si tu es tendu et que je te demande d'aller vite avec ton bras. Tu ne peux pas. Parce qu'il faut que tu le relâches pour laisser aller ton bras. Si tu es tout tendu, ça veut dire que tu n'es pas disponible. Tu as utilisé une intention et donc là, tu ne peux pas. La disponibilité amène automatiquement un relâchement. Et le relâchement te permet dès lors de faire ce que tu veux. Et moi, maintenant, la sémantique que j'utilise beaucoup, c'est disponibilité. Tu rends disponible. Et bon, si ça parle à certaines personnes, ça peut aider. Voilà pour aujourd'hui. Parce que, on a dépassé notre temps. J'ai encore plein de trucs à dire, mais on verra ça. On reprendra sur les stressors. Et puis, entre-temps, vu que je risque de regarder les vidéos, on risque de repartir sur d'autres choses. Mais From the Founder, vous inquiétez pas, on va continuer. Ouais, dis-moi, Ali. Il faut que tu les préviens que bientôt, ils peuvent regarder, c'est en anglais, ou entendre le résumé. On va avoir une interview avec Lara. Exactement. Donc, semaine prochaine, nous, c'est lundi. Là, nous, aujourd'hui, on est mercredi 15. Lundi, on a Laura Silva qui vient sur notre podcast. Donc, ça va être cool. Moi, mon idée, mais Lille a déjà prévenu, ça serait qu'elle nous parle de elle, comment elle a vécu tout ça. Et surtout, sa période qui, pour moi, est intéressante pour nous tous, c'est la période où, à un moment, elle n'était pas hyper bien dans sa vie et que grâce à son frère, en refaisant ses basiques, en allant en cours, en faisant ses basiques, elle s'est restimulée, remotivée et a vraiment changé sa façon de vivre. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que fille de José, pourtant on pourrait se dire « Ah, mais elle avait tout, etc. » Ouais, mais non, parce qu'on est humain et qu'il y a des ups, il y a des downs, il y a du bon, il y a du moins bon, c'est normal. Et vous allez voir, en plus, elle a une super énergie. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous allez voir, c'est vraiment… Elle est super. C'est vraiment hyper sympa. Je pense qu'on va vraiment passer un bon moment. Après, si elle a aimé, peut-être qu'on l'aura une autre fois. Mais déjà, on se fait une première session en podcast comme ça, avec Lee, bien sûr, avec moi. On lui posera un maximum de questions. Je pense que, à l'inverse de Ed, elle va parfois s'arrêter et elle va nous écouter pour répondre à des questions, je suppose. Mais vous allez voir, ça va être sympa. Donc, je vous mettrai bien sûr la version anglophone. Et puis, nous, on fera, dès lors, la semaine prochaine, on vous fera le débrief des éléments qu'on a bien aimés, des choses qui nous ont marqués, etc. pour que vous compreniez globalement de quoi on a parlé. Oui. Ça va être cool. Okay. Et logiquement, on en a parlé avec Lee. On va également faire revenir Christine, qui est directrice Belgique, et Marietta, qui est directrice en Suisse. Pareil, dans des podcasts, on va prendre, je pense, une fois chacune de leur côté. Et puis après, ce serait bien qu'on se fasse un truc tous ensemble. Le tout étant qu'il y a un maximum d'informations pour les francophones. Nous, on continue à chercher des instructeurs ou des directeurs Silva qui peuvent apporter plein de choses liées à une autre idée en tête. Donc, on verra. Et Ed, on va relancer, mais là, pour l'instant, il est sur des projets. Donc, on attend qu'il revienne aussi vers nous. Mais
il va être relancé bientôt pour qu'on puisse continuer notre cheminement avec Ed. Voilà, voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, on a déjà beaucoup dépassé. Ouais. Okay. Eh bien, nickel. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. À très vite. Merci à toi, Ali. Ciao, ciao. Merci à toi.